Nous sommes tous habitués à l'espace qui nous entoure, avec ses trois dimensions, largeur, profondeur et longueur. Mais remarquez l'article défini, l'espace. Pour la plupart d'entre nous, il n'y a qu'un espace, celui dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes immergés, dans lequel nous nous déplaçons. Tout se passe comme si le but de la géométrie était d'étudier un objet physique, l'espace, ou au moins quelque chose qui contient toutes les choses. Mais qu'est-ce que ce quelque chose qu'est l'espace qui contient toutes les choses? Pour paraphraser saint Augustin, qui parlait plutôt du temps, quand on ne me le demande pas, je le sais, mais dès qu'on me le demande et que je tente de l'expliquer, je ne le sais plus. Aujourd'hui, je voudrais expliquer comment le mot géométrie, qui ne s'employait jadis qu'au singulier, a été mis au pluriel vers 1900, lorsqu'une multitude de nouveaux espaces sont apparus. Les étudiants en mathématiques en 2017 ne conçoivent même plus que le mot espace ait pu un jour être au singulier. Ils manipulent en permanence des espaces de toutes dimensions, des espaces de Hilbert, des espaces de modules, des espaces de phase, des espaces fonctionnels, etc. Beaucoup d'espaces. Connaissez-vous l'application de Google qui s'appelle Ngram Viewer? Il s'agit d'une application qui, pour chaque mot de la langue française ou anglaise, vous trace l'évolution de son usage depuis 2 siècles en pourcentage de leur immense corpus Google Books. Regardez l'évolution du mot géométrie au singulier depuis 1800. Il est à peu près constant. Placez le mot géométrie au pluriel, et voici ce que Ngram Viewer vous dit. Le mot géométrie au pluriel apparaît brutalement vers 1900. Même s'il serait simpliste de prétendre que cette explosion de l'espace en de multiples espaces n'est due qu'à un seul homme, je voudrais centrer ma présentation sur 3 articles philosophiques écrits par Henri Poincaré au tournant du siècle. L'espace et la géométrie en 1895, l'espace et ses 3 dimensions en 1903, et enfin, pourquoi l'espace a 3 dimensions en 1912, l'année de sa mort. Selon moi, ces 3 articles fournissent un bon exemple de changement de paradigme en géométrie, une révolution dans la manière de penser la géométrie. Il me faut auparavant expliquer quelques-unes des théories de l'espace qui ont précédé Poincaré. Tout d'abord, une mise en garde. Jusque la fin du XVIIIe siècle, la frontière entre les mathématiques et la physique n'était pas toujours très claire. Il y a ce que j'appellerais l'espace physique, dans lequel nous vivons, nous faisons des expériences, et l'espace mathématique, qui en est en quelque sorte une version abstraite, là où le mathématicien démontre ses théorèmes. Cette distinction est importante, mais il serait difficile, sinon impossible, de trouver un mathématicien, physicien ou philosophe qui ferait la distinction avant le XIXe siècle. Descartes voyait l'espace comme rempli de tourbillons qui entraînaient tous les planètes, par exemple. Leibniz ne voulait pas dissocier l'espace de la matière. Pour lui, le vide n'avait aucun sens. Quant à Newton, il nous a laissé le concept d'espace absolu. Aujourd'hui, nous enseignons à nos étudiants qu'un point de l'espace a 3 coordonnées, x, y, z, qui sont 3 nombres qu'on appelle réels. Comment les parties de l'espace qui sont vides peuvent-elles être constituées de points? De quoi sont faits ces points si l'espace est vide?
Newton se sortait de cette impasse par une pirouette théologique qui ne convainc plus grand monde aujourd'hui. Selon lui, l'espace vide n'est pas vraiment vide, mais il est constitué d'un fluide que nous ne pouvons pas percevoir et qu'il appelait le sensorium Dei, le milieu grâce auquel Dieu perçoit et agit sur les corps, sur les planètes par exemple. Mais passons. Il n'empêche que la vision de l'espace comme constitué de points, chacun ayant 3 coordonnées, a été fondamentale dans le développement, par exemple, de la mécanique céleste au XVIIIe siècle. L'espace absolu de Newton. Le grand changement est sans conteste dû à Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle. Il a lui-même qualifié sa théorie de révolution copernicienne. Avant lui, il y avait un espace dans lequel un certain nombre d'objets de toute nature se déplaçaient et grâce à nos 5 sens, nous prenions contact avec ces objets en déplacement. Kant ne se prononce pas sur la nature du monde extérieur. Il ne cherche pas à le structurer, à lui attribuer des coordonnées, à en faire un espace absolu de dimension 3, à la Newton. Cet espace extérieur, peu importe ce qu'il est pour Kant. Nos sens sont trop imparfaits pour le comprendre. Kant, en revanche, postule l'existence d'une structure propre à l'espèce humaine, une espèce de cadre qui analyse nos sensations, les trie, les ordonne et fabrique notre conception spatiale. Bien entendu, il ne décrit pas la nature de ce cadre, car la neurobiologie n'existait pas de son temps. En employant un mot d'aujourd'hui, on pourrait presque dire que tout se passe comme si notre cerveau contenait un logiciel qui s'appelle espace. Ce logiciel reçoit une quantité énorme d'informations, en provenance de nos yeux, bien sûr, mais de tous nos autres sens, et construit l'espace interne. En résumé, l'espace n'existe pas indépendamment de nous, mais il existe en chacun d'entre nous. Et toujours selon Kant, ce logiciel espace est de dimension 3 et euclidien. Pourquoi de dimension 3 ? Parce que nous sommes faits comme ça, parce que c'est comme ça, parce que comme nous avons 2 mains et pas 3, l'espace a des dimensions 3. Il faut insister sur une chose importante chez Kant. L'espace de Kant est unique. Même s'il est en chacun de nous, nous avons tous le même logiciel. C'est alors que quelques révolutionnaires sont venus briser le dogme au début du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon. Gauss, Bolyai et Lobachevsky ont créé un monde nouveau, non euclidien, où les théorèmes de géométrie sont différents. Par exemple, le théorème de Pythagore n'y est plus vrai. C'est à cette époque que la distinction entre espace mathématique et espace physique a commencé à devenir explicite. Bolyai crée un espace mathématique complètement abstrait, sans chercher le moindre lien avec le monde physique. Il s'agit de pures élucubrations de mathématiciens qui s'amusent avec des espaces virtuels. En revanche, Gauss et Lobachevsky se demandent quant à eux si la géométrie à grande échelle de l'espace interstellaire est vraiment euclidienne. Et ils cherchent à faire des expériences dans cet espace physique. On raconte que Gauss n'avait pas voulu publier ses découvertes car il ne souhaitait pas entrer en conflit avec Kant, dont la philosophie était quasi exclusive en Allemagne à l'époque. Puis, avec Riemann et d'autres, c'est la dimension 3 qui a été remise en question, parfois en usant de l'espace physique et parfois de l'espace
mathématiques. Les mathématiques progressent souvent avec plaisir, sans but concret. J'aimerais dire un mot, par exemple, de Alicia Boole, une femme sans aucune formation universitaire, dans l'Angleterre victorienne, qui s'est intéressée très jeune à la géométrie euclidienne de dimension 4. Seule, sans aucun lien académique, elle a découvert les 6 polyèdres réguliers de la 4e dimension par des méthodes visuelles, avec des bouts de carton, en prenant des sections tridimensionnelles. Pour le plaisir de la géométrie, sans lien avec la physique. Il faut dire également que ces nouveaux espaces enflamment les esprits de quelques intellectuels, attirés par le spiritisme. La 4e dimension serait-elle une porte ouverte vers le monde des esprits? Même les physiciens les plus sérieux se tournent vers le spiritisme au XIXe siècle. Tate, grand physicien expérimentateur écossais, ami et collaborateur de Kelvin et Maxwell, publie par exemple un livre intitulé The Unseen Universe, dans lequel il décrit une suite d'espaces de dimension 3, 4, 5, 6, etc., censés relier le monde physique et le monde spirituel, un peu à la manière d'une échelle de Jacob. À la fin du XIXe siècle, Poincaré rédige les articles que j'ai mentionnés plus haut et qui séparent très nettement les aspects mathématiques, physiques, philosophiques et psychologiques. Poincaré y expose d'abord sa théorie du conventionnalisme. Il présente la géométrie non euclidienne en décrivant un monde imaginaire. Les habitants de ce monde habitent dans une boule limitée par une sphère, mais ils ne le savent pas. Dans cette boule, la température n'est pas uniforme. Elle est maximum au centre et elle décroît à mesure qu'on s'approche du bord, où elle atteint le zéro absolu. Il en résulte que les habitants, lorsqu'ils s'approchent du bord de la boule, se contractent et rétrécissent. Mais ils ne sentent pas la température. Ce sont des êtres insensibles à la température. S'ils veulent se mesurer avec une toise, la toise également rétrécit et ils ne prennent pas conscience de ce phénomène. S'ils veulent s'approcher vers le bord, comme ce que nous appelons le bord, leurs pas deviennent de plus en plus petits et ils ont bon marché, ils n'arriveront jamais au bord. Pour eux, l'espace est infini, alors que pour nous, il est fini. Shakespeare l'avait dit, « I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space ». Lorsqu'ils veulent aller d'un point à un autre en prenant le plus court chemin, nous leur conseillerions de passer par le centre, puisque là, leurs pas sont plus grands. Mais leur Euclide à eux va leur enseigner qu'entre 2 points, il y a une droite. Et cette droite, pour nous, est un cercle. Le ministre d'éducation de ce pays va écrire des programmes de géométrie non euclidiennes parce que ce sera commode pour les enfants de ce pays. Quant à nous, qui les observons depuis notre monde euclidien, nous décrivons leur géométrie avec nos pauvres mots euclidiens. Et c'est assez compliqué d'expliquer que le plus court chemin d'un point à un autre est un cercle. Réciproquement, les êtres imaginaires qui habitent ce pays, décrivant notre géométrie euclidienne, auraient les plus grandes difficultés à nous expliquer les théorèmes si simples pour nous. Les mêmes énoncés géométriques peuvent donc s'exprimer dans 2 langages, et écoutons la conclusion de Poincaré. Poincaré dit « Les axiomes géométriques sont donc des conventions. Notre choix parmi toutes les conventions possibles est guidé par des faits expérimentaux, mais il reste libre. Dès lors, que doit-on penser de cette question? La géométrie euclidienne est-elle vraie? Elle n'a aucun sens, dit Poincaré. Autant demander si le système métrique est vrai et les anciennes mesures fausses.
Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut simplement être plus commode. Dans son analyse de l'espace physique, Poincaré commence d'emblée par le mettre au pluriel. Il y a l'espace visuel, bien sûr, mais il y a l'espace des sensations tactiles, gustatives, auditives. Il explique que chacun de ces espaces est d'une grande complexité et bien éloigné de notre espace euclidien tridimensionnel. L'espace visuel, par exemple, rend compte de l'information que nos rétines reçoivent, qui est plutôt une image de dimension 2 à laquelle il faut ajouter une notion de profondeur associée tout aussi bien à la vision binoculaire qu'à notre capacité d'accommodation cristalline. Cette dimension de profondeur a donc une nature totalement différente des deux autres dimensions, si bien qu'on est loin de l'espace homogène et isotrope qu'on nous apprend à l'école. L'espace tactile ressemble encore moins à l'espace d'Euclide. Alors, comment notre cerveau reconstruit-il cet espace euclidien tridimensionnel? On pourrait dire, comme Kant, que nous disposons d'un logiciel qui se charge du travail, mais on aimerait bien en savoir un peu plus. La théorie présentée par Poincaré se démarque de celle de Kant, mais pas complètement comme nous allons le voir. Nous construisons l'espace grâce au corps solide et à la possibilité de nous déplacer. Lorsque j'observe un corps solide qui s'est déplacé, pourquoi dis-je qu'il s'est déplacé? Je dis qu'il s'est déplacé parce que je sais, par expérience, que je peux faire subir consciemment à mon corps des modifications de façon à annuler le changement de perception. Par exemple, je peux suivre des yeux un objet en mouvement de façon à ce qu'il me semble immobile. C'est cette possibilité d'annuler les changements sensoriels qui caractérise les objets solides. Dans quelques pages brillantes mais difficilement accessibles à un non-mathématicien, Poincaré présente sa théorie de l'espace physique. Selon lui, notre cerveau construit le concept d'espace à travers les mouvements de notre corps qui sont destinés à annuler les modifications sensorielles produites par les solides en mouvement. Bien entendu, pour annuler un changement de sensation, il y a beaucoup de mouvements possibles. Alors Poincaré introduit ce qu'on appelle aujourd'hui une relation d'équivalence, et ce qui lui permet de construire un groupe, concept mathématique fondamental, qui est au cœur des mathématiques. Il y a beaucoup de groupes, une infinité, il n'y a aucune raison a priori pour que le groupe corresponde à la géométrie euclidienne, à la dimension 3. Alors pourquoi le groupe construit par notre cerveau correspond-il à la dimension 3? La réponse de Poincaré est « c'est là une affaire expérimentale ». Beaucoup de philosophes ont affirmé que la présentation de Poincaré allait à l'encontre de Kant, qui ne voyait aucun aspect expérimental dans notre conception de l'espace. Ce n'est pas tout à fait de cette manière que je vois les choses. D'une certaine manière, Poincaré et Kant affirment tous les deux que le cerveau humain contient un programme espace. Poincaré avance cependant que ce programme doit être paramétré en choisissant un groupe. Ce choix est dicté par l'expérience, il est purement expérimental. Il s'agit de choisir le groupe qui est le plus commode pour rendre compte de nos sensations. Comme Kant, l'espace externe n'existe pas indépendamment de nous, et il est en nous. Mais contrairement à Kant, il est paramétré par l'expérience et s'avère être de dimension 3. On pourrait presque dire, en plaisantant, que le logiciel de Poincaré est du machine learning. Voici ce que Poincaré écrit. Des êtres dont l'esprit serait fait comme le nôtre et qui auraient les mêmes sens que nous, mais qui n'auraient reçu aucune éducation préalable,
pourrait percevoir un monde extérieur convenablement choisi, pourrait concevoir d'un monde extérieur convenablement choisi des impressions telles qu'il serait amené à localiser les phénomènes dans un monde non euclidien ou même dans un espace à 4 dimensions. On raconte que le célèbre mathématicien Conway, lorsqu'il était étudiant à Cambridge, s'était construit une espèce de casque muni de 2 périscopes pointant dans 2 directions différentes, de façon à ce que ses yeux perçoivent 2 images différentes. Il espérait que son cerveau s'habituerait et qu'il vivrait dans la 4e dimension. Il semble bien que son cerveau ne se soit pas habitué, ce qui ne contredit pas Poincaré, puisque Conway était étudiant à Cambridge et avait donc reçu une éducation préalable. Écoutons à nouveau Poincaré. Ce qui est l'objet de la géométrie, c'est l'étude d'un groupe particulier. Mais le concept général de groupe préexiste dans notre esprit, du moins en puissance. Seulement, parmi tous les groupes possibles, il faut choisir celui qui sera, pour ainsi dire, l'étalon auquel nous rapporterons les phénomènes naturels. L'expérience nous guide dans ce choix qu'elle ne nous impose pas. La contribution fondamentale de Poincaré est donc d'autoriser une liberté totale sur le choix du groupe, aussi bien lorsqu'il s'agit d'espaces mathématiques que d'espaces physiques. Chaque problème, qu'il soit physique ou mathématique, peut être étudié à travers un groupe. Ces espaces peuvent avoir diverses dimensions, diverses géométries. Aujourd'hui, tout cela est devenu inconscient. Et comme dans tout paradigme dominant, les étudiants d'aujourd'hui manipulent des espaces et des groupes variés sans se rendre compte qu'ils commettent un crise de lèse Kant. Voici quelques exemples. Dans la vie de tous les jours, la géométrie euclidienne de dimension 3 est la plus commode. Pour la relativité restreinte, un espace de dimension 4 de coordonnées x, y, z, t est commode. Le groupe correspondant, dit de Lorentz-Poincaré, s'avère être également celui de la géométrie non euclidienne. Pour la théorie des cordes, il s'agit plutôt d'un espace de dimension 10. Il s'agit d'ajouter 6 dimensions aux 4 de l'espace-temps, et ces 6 dimensions sont en fait 3 dimensions complexes, définissant ce que les mathématiciens appellent une variété de Calabi-Yau. D'une certaine manière, la théorie quantique travaille dans un espace de Hilbert de dimension infinie. Pour mieux comprendre la mécanique céleste, Poincaré utilise des espaces de phase ou de configuration dont les dimensions dépendent du nombre d'objets en mouvement. En mathématiques pures, la multitude des espaces est également impressionnante, qu'il s'agisse des espaces de modules, des espaces de fonctions, des espaces de champs de vecteurs. À vrai dire, un mathématicien d'aujourd'hui emploie le mot espace un peu n'importe quand, un peu à tort à travers, dès qu'un ensemble est structuré. Vous l'entendrez par exemple parler de l'espace des droites et même de l'espace des espaces. Cette explosion de l'espace en de multiples espaces, au début du XXe siècle, s'est ressentie partout. Dans les mathématiques, bien sûr. Par exemple, Grothendieck a réalisé une fusion entre géométrie et arithmétique dans les années 60. Et un arithméticien d'aujourd'hui va considérer l'ensemble des nombres, 0, 1, 2, 3, 4, etc., qu'on appelle aujourd'hui un schéma, va le considérer comme un espace qu'on étudie avec des yeux de géomètre. Une mutation importante de la géométrie en a résulté, y compris en dehors des mathématiques, en art par exemple. Je n'en parlerai pas puisque je ne suis pas compétent. Mais on ne peut que constater que l'art du XXe siècle a rompu avec tous les codes classiques de la géométrie et de la perspective académique. Et pour terminer, je vais vous montrer 3 tableaux du XXe siècle très peu euclidiens. Celui de Max Ernst
qui s'appelle Euclide, celui de Mark Ernst encore qui s'appelle « Jeune homme intrigué par le vol d'une mouche non euclidienne », et enfin ce dessin ou tableau de Imre Töth, « Immaculée Conception, la géométrie non euclidienne, couronnée de la pseudosphère de Beltrami, sort des courbures négatives d'Aphrodite de Cnide ». Je vous remercie beaucoup.